Bonjour à tous tout le monde, ici le vrai Cinéman. Aujourd'hui, je suis armé de mon calepin pour vous parler encore une fois des 12 meilleurs films de l'année précédente, donc 2024. En passant, bonne année à tout le monde. Je vous souhaite que du bonheur, écoutez des bons films, on devrait en avoir en 2025. Mais là, avant de passer à 2025, il faut clôturer 2024 en beauté avec des films, vous allez voir, controversés. On va avoir de toutes les couleurs cette année dans le top, mais je pense que vous allez trouver ça bien amusant. N'hésitez pas à mettre le vôtre en commentaire. On revient en plus avec le 12, le numéro 12, le fameux 12 qui traîne depuis 2017. Donc et voilà, sur ce, on saute aux mentions honorables et je vous laisse pas plus attendre, pas plus que ça, vous connaissez la routine. Bon, écoutez, je vais vous sortir ma liste, vous allez voir, il y a beaucoup de blockbusters. Le Comte de Monte Cristo aurait dû être dans le top, et vous allez voir, selon mon 12e choix, je vous en reparle à l'instant, aurait dû être dans le top. Mais le Comte de Monte Cristo, quel film français incroyable. Après ça, on a Hitman de Richard Linklater. Ça, je l'ai mis mention honorable car je sais pas trop s'il est sorti en 2023 ou 2024. Lui aussi aurait dû être dans le top théoriquement s'il serait sorti en 2024 officiellement. Donc, je le laisse en mention honorable. Mais The Hitman, fantastique film. Ça, on a I Saw the TV Glow qui s'est battu longtemps dans le top mais a dû être retiré à la dernière minute. Le meilleur documentaire de l'année, on a I Am Celine. Deadpool et Wolverine a redonné de l'éclat au MCU. Long Legs, un film que je suis toujours pas sûr d'avoir tout compris, mais qui avait une ambiance absolument folle. Inside Out 2, qui est probablement une suite plus que méritée par rapport au premier film. On a Bike Riders, qui contient, à mon avis, la meilleure performance de l'année, celle de Tom Hardy dans le rôle de soutien. On a ensuite Twisters, qui m'a agréablement surpris, qui était probablement en termes de blockbuster américain, qui était un des meilleurs qu'on a eu cette année. Après ça, ensuite, on a The Fall Guy, qui est tombé rapidement dans l'oubli, mais oubliez pas ce film-là, guys, c'était génial. Et on finit l'année avec, en plus, je l'ai en DVD, je vous le sors à l'instant, Love Lies Bleeding de Rose Glass, qui m'a vraiment surpris après un Saint Maud que j'ai trouvé moyen, mais qui m'a agréablement, qui s'est très bien rattrapé avec The Lives Bleeding. Je peux pas croire que j'ai oublié Conclave, Transformer One et la bataille de Saint-Léonard dans mes mentions honorables. Je sais pas où j'avais la tête, mais je l'avais pas. Donc voilà, je les ai oubliés. Merci Fabrice du montage qui s'en est rappelé. Maintenant, on saute à la 12e place. Donc, en deuxième position, j'ai choisi le controversé, le divisé, le film que personne n'a aimé, probablement sauf moi. Joker, Folie à deux de Todd Phillips m'a émerveillé. Je l'ai même mieux, mais tellement mieux aimé que Joker de 2019 à cause de sa proposition ambitieuse. Le film avait envie d'offrir quelque chose de nouveau et de déconstruire le mythe de Joker. Tout ceci est fait de façon merveilleuse avec les décisions artistiques. Chacune avait sa place dans le film, notamment les numéros musicaux qui sont un peu faits pas avec grandiose. C'est vraiment fait exprès pour que ça soit plus réservé, qu'il y ait un aspect un peu crade à ces numéros. Ensuite, on a des merveilleuses performances de la part de Joaquin Phoenix et de Lady Gaga. Même si son rôle dans le film est un peu moyen, donc c'est un peu... Le film est pas parfait, oui, je l'ai laissé dans le top parce que moi, ça a été un de mes coups de cœur personnel, mais quand je vous ai dit que le Comte de Monte Cristo est objectivement meilleur que Joker Folie à deux, effectivement c'est le cas, mais ça reste que c'est un merveilleux film et je vous garantis dans 5 ans, on en reparlera encore de ce film-là et ça dans le bon sens du terme, je vous le garantis. En 11e position, j'ai choisi un autre film, probablement le film le plus sous-estimé de l'année, Blink Twice de Zoe Kravitz. J'ai été agréablement surpris par cette proposition de la nouvelle réalisatrice qui nous propose un thriller vraiment à la sauce moderne, donc un peu A24, suspense psychologique, vraiment style à plot twist, mais celui-là, je l'ai trouvé vraiment particulier à propos de son sujet et comment il l'aborde, avec des performances vraiment mémorables de la part de Channing Tatum, qui sort un peu du moule avec ce film-là. Je sais pas, il y a quelque chose de l'esthétique, du montage, du son qui m'a vraiment surpris. Un film de l'été que j'ai adoré et vraiment une histoire que moi, j'ai vraiment adoré suivre avec beaucoup de rebondissements, puis aussi avec une intrigue qui semblait se diversifier un peu plus de ces autres thrillers-là. En tout cas, c'était bien meilleur que Don't Worry Darling, ça je vous le garantis. Blink Twice, j'ai adoré mon moment en salle. Vraiment surpris. À la 10e position, j'ai grandi avec cette franchise-là, j'avais pas le choix de le mettre dans le top. 1995 de Riccardo Trogi était qu'un excellent film, comme attendu. La fin de ce film m'a bouleversé, je m'y attendais vraiment pas, mais c'est tellement touchant, véridique.
Et pour tout cinéphile qui fait du cinéma, ce genre de fin-là réchauffe le cœur. Ça l'a sauvé le film. C'est pourquoi je mets ce film-là dans le top. Ça a été beaucoup sa fin. Parce que oui, j'ai peut-être été un peu déçu par peut-être certains manques d'idées de la part de Ricardo Trogi, ce qui arrive rarement dans son cinéma. Mais ça sauve par vraiment l'amour que j'ai pour cette franchise-là. Encore un film qui est brillamment réalisé avec un Jean-Carl Boucher qui interprète Ricardo Trogi avec autant de charisme et de saveur. Sandrine Bison qui a peut-être 15 minutes de temps d'écran dans ce film-là, mais rayonne en chacune des minutes. Vraiment, c'est un film qui a su plaire au public et pour moi qui m'a charmé parce que oui, j'ai adoré cette saga-là. Et si elle se termine avec ce film-là, eh bien, je suis vraiment ravi. À la place numéro 9, j'ai choisi Challengers de Luca Guadagnino, un film aussi suspense comme ça dans un terrain de tennis. Et bien ça, j'ai été surpris les amis. Oh que oui, que Challengers était excellent. Même après plusieurs mois de l'avoir écouté, j'ai vraiment envie de le revoir pour me donner un nouvel avis par rapport à ce film-là. Les performances centrales, et spécialement Zendaya qui mérite tous les amours par sa performance, qui même selon à mon avis n'en mérite pas assez. C'est un film qui utilise le suspense de façon électrisante, de façon punchée. Luca Guadagnino maîtrise sa caméra, c'est même à mon avis le meilleur film, le film le mieux réalisé de l'année avec... Ça, je vous en parle, on s'en reparle tantôt, je pense que vous avez certaines idées, mais c'est vraiment un film qui paraît frais, qui paraît nouveau, qui exploite, qui traite de l'amour, des désirs de façon totalement nouveau. Donc Challengers, il faut aller voir ça, c'est un très très bon divertissement. Ça a paru long pour certains, mais à mon avis, c'est rythmé à la perfection. À chaque année, on a un film d'animation dans le top, du moins j'essaie le plus possible parce que le cinéma d'animation brille à nouveau cette année avec The Wild Robot. Oh mon Dieu, qu'on en a failli chialer encore une dans les salles de cinéma le 27 septembre parce que oui, The Wild Robot est super joli. Ça ramène DreamWorks dans les meilleurs jours qu'il a vécu avec Dragon, avec Kung Fu Panda, les premiers par exemple. C'est un film si touchant, si beau qui traite de la maternité ou de l'aspect parental de l'enfant de façon super belle. On explore beaucoup de choses pour un film qui paraît si court. L'œuvre est vraiment complexe avec des merveilleux thèmes, des personnages si attachants, des couleurs, une animation qui met en jeu aussi, qui révolutionne les codes du genre. DreamWorks a été très bon avec ça les dernières années avec Puss in Boots, accompagné aussi de Spider-Man Across the Spider-Verse. Bref, vraiment, on parle de beaux sujets, traités avec des belles images. The Wild Robot m'a séduit du début à la fin. 7e position, oh mon Dieu, que j'ai eu un coup de cœur pour Civil War d'Alex Garland. J'adore son cinéma, mais celui-là, c'est dans mes préférés qu'il a fait. Il traite de la guerre civile d'un point de vue objectif, mais qui m'a séduit d'un point de vue le plus réaliste possible, avec des personnages qui évoluent dans les meilleures progressions de personnages qu'on peut avoir cette année. Je sais que la fin, on peut en choquer certains, mais en même temps, ça fait du sens avec ce que les personnages voulaient. Bref, c'est parfaitement réalisé avec des idées de mise en scène superbes. On a l'impression que Alex Garland, il donne un traitement photo. Il veut jouer avec le flou, avec les idées. C'est magnifique, avec un scénario pour moi qui m'a séduit du début à la fin. Il n'a pas assez d'amour pour les Oscars ce film-là, mais il pourrait facilement nominer Kirsten Dunst pour sa performance et une belle nomination pour Alex Garland pour son scénario, sa réalisation. Bref, moi j'ai clairement mieux aimé ce film-là, comment il traite de la guerre civile, de livre de War Behind sorti l'année passée. Bref, ça m'a vraiment marqué. Quelle belle surprise. Voulez-vous que je vous parle de la 6e position? On va aller faire un tour dans le backstore. 6e position, oh yeah baby, Furiosa de George Miller. George Miller frappe encore avec son imaginaire. Furiosa, oh mon Dieu, ou Furiosa, ou aussi bien dire comment traiter le cinéma de blockbuster avec respect. Ses idées de mise en scène frappent et sublime les yeux du public à chaque reprise. Ça fait quasiment 10 ans qu'on l'avait pas vu reprendre la caméra dans le monde de l'univers de Mad Max et il a su se réinventer avec des décors nouveaux, des costumes nouveaux, des performances totalement différentes que dans le premier film. Une Anya Taylor-Joy silencieuse mais puissante et un Chris Hemsworth qui fait le foufou devant la caméra. Encore une fois, je répète son nom, le dieu de l'action ces jours-ci. George Miller, vraiment. Une chance qu'on l'a dans le cinéma blockbuster, ça fait tellement du bien d'avoir une voix fraîche comme lui. Furiosa, c'est vraiment aussi une histoire, un peu une tragédie grecque, ou une histoire grecque, comme on pourrait dire. C'est vraiment écrit avec une merveilleuse plume. Vraiment, j'ai adoré Furiosa et c'est le genre de film que j'aurais très envie de revoir autant de fois que Mad Max s'il faut. Quel bon film. Avec la 5e position, on y va avec le 2e choix controversé du top, Kinds of Kindness de Yorgos Lanthimos. Je vais y aller comme Leonardo DiCaprio l'a dit dans Django Unchained. Poor teens, you got my curiosity. Kinds of Kindness. You have my attention.
Et oui, mesdames et messieurs, il y a quelque chose quand je suis sorti de la salle de Kinds of Kindness qui m'a tellement surpris. Oui, Yorgos Lanthimos, il va à fond avec le tordu. C'est pas pour tout le monde, certainement, mais il y a quelque chose dans son utilisation de son univers, de son style qui m'a vraiment impressionné. Il va pas trop. Des fois, oui, c'est injustifié, mais tout ça apporte à la comédie noire et au thème qu'il veut traiter, l'espèce de film qu'il veut faire sur la communauté qui m'a vraiment séduit avec des merveilleuses performances. Jesse Plemons est incroyable dans le film, effectivement. Il y a vraiment quelque chose qui m'a impressionné dans ce style de film-là. Moi, il y a les 3 histoires. Plus que ça va dans le film, mieux elles sont. La première démarre d'une façon vraiment explosive. Et plus qu'on y va, plus que le public est invité dans ce monde tordu-là, plus qu'on avance. C'était vraiment génial. Yorgos Lanthimos, un réalisateur à surveiller. Moi, en tout cas, je l'ai dans mon cœur, certainement, après ce film-là. À la 4e position, ce film-là, je l'ai vu le 31 décembre. J'ai clôturé le top avec ce film-là. Nosferatu de Robert Eggers. Là, on va mettre quelque chose au clair. Qui est encore impressionné par Robert Eggers? Ça fait 4 films qu'il fait, 4 masterclass, 4 beaux films sur le folklore. Oh mon Dieu, que Nosferatu, on s'y attendait que ça allait être bon. C'était génial, avec une performance de Lily Rose Depp physique, difficile, mais elle impressionne la rétine dès ses premières secondes d'apparition. Nicholas Hoult aussi, quelle merveilleuse surprise dans le film. Ce qui fait de Nosferatu un film excellent, c'est son travail sur la tragédie. Donc, vraiment, tout l'aspect de l'histoire qui s'ouvre au public tout lentement. Oui, c'est un film lent, mais l'ambiance de ce film-là, oh mon Dieu, la photographie, les images. Donc, on le voit dans la bande-annonce, l'espèce de plan de main qui survole la ville. Ce plan-là, c'est probablement des plus beaux plans que j'ai jamais vu de ma vie. Je ne blague pas. Je suis encore en extase. C'est un bonbon visuel, un bonbon de performance, un bonbon de structure narrative. Nosferatu, c'est à voir en salle. Manquez-le pas, s'il vous plaît. Donc, le top 3, et oui, ce top 3-là était très difficile. Là, on rentre dans le territoire des 5 sur 5. Du moins, celui-là est encore en questionnement. En 3e place, j'ai mis Anora de Sean Baker. Ouh là là, je suis sorti de la salle, j'arrêtais pas de penser de ce film-là. Mikey Madison, les amis, regarde, on parle d'elle tout de suite. Mikey Madison a livré une des performances féminines les plus marquantes de ces dernières années. Elle habite Anora, elle devient Anora. On reconnaît pas l'actrice, elle est époustouflante dans ce film-là, avec un film qui traite du conte de fées de façon si tragique. Moi, ça m'a vraiment rentré dedans. Je me suis si reconnu dans le personnage d'Anora. Sean Baker, il donne une flamèche à ce personnage-là avec son montage, avec des expérimentations de montage qui sont excellentes. Un style visuel qui est vraiment magique. Il parle aussi du monde du striptease vraiment d'une façon, d'une belle boucle, d'une belle plume, vraiment. Il veut y donner beaucoup, beaucoup d'amour à ce monde-là. Vraiment, Sean Baker, c'était mon premier film que j'ai vu le réalisateur et je compte visiter sa carrière rapidement. Moi, Anora, ça m'a vraiment, vraiment touché. Donc, c'est un film qui est entre la 2e ou 3e place, c'est difficile. Plus que j'en parle, plus que je l'aime. Anora, un de mes favoris à la compétition des Oscars. Allez voir ça, c'est magique, c'est super beau. À la 2e place, j'ai mis le film Le Favori de tout le monde. Je l'ai vu dans toutes les tops de l'année. De Substance de Coralie Farja. Holy shit. Désolé, je suis sur les gros mots. Wow. Le body horror à la David Cronenberg a eu une renaissance frappante cette année. Le film propose d'idées, regorge de moments tellement glauques. Je vous en parle rapidement, le moment où est-ce que Dennis Quaid mange des crevettes. Oh, j'en ai encore les frissons. Voilà les performances de ce film-là. Moi, Demi Moore mérite tout l'amour du monde pour cette performance-là. Elle est courageuse, brave, comme sa collègue Margaret Qualley aussi, qui propose une performance différente de Demi Moore, mais qui est aussi excellente. Mais moi, Dennis Quaid, vraiment une performance sous-estimée. Lui aussi a été très courageux de faire un rôle comme cela. Coralie Farja, quelle merveilleuse réalisatrice. Elle surprend son public avec des idées, des gros plans, des contre-plongées. Elle y va à fond. Elle nous plonge dans ce monde-là d'abus, d'excès, donc de standards de beauté. Elle met ça à l'écran de façon vraiment intelligente. J'ai adoré son travail avec ce film-là, de Substance. Comment ne pas aimer ce film-là? Oh que oui, que c'est un 5 sur 5 et un des seuls de l'année à mon avis. À la première position, ben oui, j'ai choisi son petit frère, Dune Part 2. En fait, j'ai même pas les mots. Denis Villeneuve, faites-le gagner l'Oscar tout de suite.
Donc oui, il y a beaucoup de gens qui considèrent Doom Part 2 comme étant l'Empire Strikes Back de cette génération, mais même à mon avis, moi, surpasse Empire Strikes Back par son histoire magique. Encore une fois, j'ai un amour pour les tragédies. Ce film-là en est une, sa structure est magnifique. On passe autant de temps avec les méchants que les gentils. C'est génial. Toutes les performances sont sublimes. On passe d'un Timothée Chalamet qui surprend par sa férocité, une douce Zendaya et un Austin Butler sadique comme jamais. C'est vraiment un film qui est super bien réalisé par Denis Villeneuve, qui met tout l'amour du monde dans sa réalisation. Ses plans larges sont géniaux, ses push-ins sont extravagants. Bref, j'adore Doom Part 2 par son traitement, par son amour de l'univers. Vraiment, on veut aller loin avec cette histoire-là et c'était des kilomètres meilleur que Doom 1. Et si vous vous souvenez, en 2021, j'ai adoré Doom 1. Je l'ai vu en IMAX Doom 2 et je peux vous garantir, je regrette aucune minute que j'ai adoré ce film-là. Vivement le troisième film. Et voilà les amis, on peut jeter le calepin, 2024 est terminé, on passe à 2025, je vous souhaite que le meilleur mes chers amis. Merci de suivre la chaîne, même si elle est moins positive, j'essaie de mettre le plus de projets que je fais scolaires et aussi externes des courts-métrages. Je reviens à chaque année pour les tops, une petite vidéo pour l'été, ça me fait plaisir de vous redresser la parole, je vous aime fort. Et voilà, sur ce, je fais des belles découvertes cinématographiques en 2025 et je vous souhaite que le meilleur, que du bonheur. Ciao à tout le monde.